Vous savez, on a tous un ou une cinéaste qu'on adore par sa manière de mettre en scène, par ses thématiques, par ses projets, par ses scénarios, ou même par son style. Mais on oublie souvent que ce cinéaste, cette cinéaste, a lui aussi des préférences, des goûts hyper tranchés, des films préférés en fait. Et bien souvent, se pencher sur son top 10 permet d'expliquer ou de mettre en lumière pas mal de petites spécificités de sa filmographie. De Martin Scorsese à Jean-Luc Godard, de Tarantino à Bong Joon-ho, mais en fait la grande majorité des réalisateurs et des cinéastes célébrés dans le monde entier, c'est avant tout aussi des cinéphiles. Et ils ont des goûts vraiment affirmés sur des films exceptionnels qui ont, consciemment ou inconsciemment, joué un grand rôle dans leur filmographie. Et dans ce format, j'ai eu envie d'étudier et de dérouler le top 10 d'un cinéaste en m'arrêtant sur quelques films bien spécifiques que j'aurais sélectionné en amont et que j'aurais revu. Et j'ai vraiment voulu commencer par l'un des plus grands cinéastes et l'un des plus grands cinéphiles du cinéma américain. C'est vraiment un monument du cinéma qui a traversé énormément de périodes artistiques différentes, qui œuvre aussi énormément pour la sauvegarde du patrimoine ciné mondial. Et du coup, c'est un homme qui a une culture de dingue, qui doit quand même avoir un top 10 assez fascinant. J'ai nommé Martin Scorsese. Alors comme je l'ai dit, je vais pas trop m'attarder sur les 10 films en question, sinon ce serait beaucoup trop long. On va se dérouler ensemble le top 10 de l'ami Martin, et je m'interdirai pas de m'arrêter un peu plus longtemps sur certains films que je veux en fait. Et pour ce top 10 de Scorsese, qui est, vous allez le voir, un top 10 très européen, je vais me baser sur la liste que le cinéaste a donnée à Criterion. Je vais vous mettre le lien en description, c'est assez intéressant. Et sur ce lien, on apprend qu'en 10e position, Martin Scorsese place Le Guépard de Luchino Visconti. Le Guépard, c'est l'un des films préférés de ma mère, de beaucoup de mères d'ailleurs, je pense, vu que Alain Delon y a rarement été si magnifique. En tout cas, clairement, c'est comme ça que j'en ai entendu parler dans ma jeunesse. Le Guépard égale Alain Delon et Claudia Cardinal. Et c'est un film que je n'avais jamais vu, en fait. Assez étonnamment, j'étais passé entre les mailles du filet, donc je l'ai découvert pour cette chronique. Et il n'y a vraiment rien d'étonnant à ce que Le Guépard soit si cher à Martin Scorsese, puisque lui aussi décrit une aristocratie et un luxe presque indécent, qui se craquelle, qui s'effondre. Un luxe qui va aussi devoir s'adapter à une époque qui connaît de profonds bouleversements. Bon, si ça vous rappelle quelque chose. Et c'est un film très connu, Le Guépard, mais c'est avant tout vraiment une merveille de fresque historique qui est encore assez incroyable à découvrir aujourd'hui. Bon, alors, évidemment, c'est porté par un casting à tomber, notamment Claudia Cardinal et Burt Lancaster qui sont grandioses, et cette mise en scène très particulière de Visconti qui va construire un petit peu tout son récit autour d'une scène charnière. Cette scène, j'avais déjà vu des extraits avant même de voir le film, c'est vraiment une scène ultra connue, c'est la scène du bal. Une scène qui est vraiment une merveille visuelle et symbolique, qui montre bien les failles d'une aristocratie grossière, voire même profondément vulgaire. Le Guépard, c'est vraiment une de ces grandes fresques historiques majeures qui m'a presque fait penser parfois à Barry Lyndon en fait. Et c'est vraiment un grand film, c'est à voir et à revoir. En 9e position, Martin Scorsese nous place évidemment un Jean-Luc Godard. Il en fallait un. On sait que Godard et la nouvelle vague française ont énormément influencé le nouvel Hollywood, dont Martin Scorsese est sans doute l'un des plus grands représentants. Bon, par contre, le Godard qui place, c'est pas mon préféré. En 9e place, il va nous placer Le Mépris. Bon, c'est pareil, je vais pas m'y attarder parce que tout a déjà été écrit sur Le Mépris, sur ce générique absolument culte filmé comme un doigt d'honneur de Godard à ses producteurs qui voulaient absolument voir Brigitte Bardot à poil. Et s'il était bien beau, je dirais qu'on les comprend. Mais voilà, il y a eu énormément de choses déjà écrites sur cette histoire d'amour et de mépris entre Camille et Paul. Paul qui est un éventuel scénariste qui aura peut-être la chance de travailler avec Fritz Lang, le vrai Fritz Lang qui joue son propre rôle dans le film, et qui du coup va délaisser sa femme.
puisqu'il va être obnubilé par le travail et par ce potentiel contrat. Ce film, Martin Scorsese le considère comme étant le plus glaçant du cinéma. Je trouve personnellement qu'il est bien plus discret dans l'expérimental que ne peut l'être d'autres films de Godard, et pourtant moi ce que j'aime chez Godard c'est l'expérimentation. Le Mépris m'a beaucoup moins transporté et m'a paru beaucoup moins fou que plusieurs autres œuvres de Godard, de Je vous salue Marie à Histoire du cinéma par exemple. Je trouve que Le Mépris manque peut-être de cette folie créative, même si c'est effectivement un récit à fleur de peau qui est profondément tragique, et c'est surtout un film qui parle de cinéma en faisant du cinéma. Ça, on va y revenir un peu plus en avant dans le top, mais je crois que Martin Scorsese aime énormément ça, et du coup c'est un vrai cadeau fait aux cinéphiles, donc il n'y a rien d'étonnant à ce qui plaise autant à Marty. Pourquoi est-ce que tu ne m'aimes plus? C'est la vie. Pourquoi est-ce que tu me méprises? Ça, je te le dirai jamais, même si je devais mourir. Bon alors, le 8e film, je vais un peu m'y attarder parce que c'est un point commun que j'ai avec Scorsese, outre le fait d'avoir un charisme absolument indéniable, c'est que ce film pourrait être lui aussi complètement dans mon top, tellement ce film je trouve que c'est un geste artistique absolument fascinant, et sans surprise, c'est encore un film italien, c'est le génial 8,5 de Federico Fellini. Bon alors, imaginez un peu, Fellini, il sort d'un énorme succès commercial avec la Dolce Vita, malgré l'énorme scandale qui a accompagné le film, et du coup tout le monde attend son prochain projet. Et là, Fellini, il va te balancer son autobiographie en te créant l'histoire d'un cinéaste qui navigue en plein doute artistique sur le tournage de son film. Ce cinéaste, il n'est satisfait de rien, il ressent une énorme pression, et il a peur de la réception du public. Donc en fait, clairement, Fellini nous sort un film sur le fait qu'il ait peur que ce film-là ne soit pas suffisant pour le public. Donc, comme Le Mépris, on est sur un film de cinéma qui parle de cinéma, une récurrence dans les goûts d'un Martin Scorsese qui dit qu'il regarde le film de Fellini au moins une fois par an, et je le comprends parfaitement, parce qu'on est sur une œuvre énorme, extrêmement dense, mais aussi extrêmement belle, et surtout merveilleusement mise en scène et à la poésie assez incroyable. Parce que de la réflexion sur l'art, le film va quand même s'élargir, il va aller beaucoup plus loin. C'est pas juste un film un peu snob d'un réalisateur qui est centré sur lui-même. C'est un film qui va bien vite quitter son aspect terre-à-terre, prendre la forme d'une sorte de labyrinthe brumeux dans les pensées et dans les pulsions de Fellini, en mêlant fantasmes, réalité, souvenirs, imaginaires, sans chercher vraiment à nous raconter des choses, mais plutôt à nous faire ressentir chaque scène, chaque mouvement de caméra, ce qui fait qu'en fait le film est juste énorme et surtout est très personnel. En fait, on peut tous mettre un petit peu ce qu'on veut en termes de thématique dans 8,5. On peut y voir un pur film poétique, on peut y trouver une ode à l'imagination et à la liberté, on peut y considérer qu'il parle autant des rapports humains que de la nécessité d'être seul pour créer, ou plutôt de l'incapacité à créer seul. En fait, voilà, c'est ça la grande force de Fellini. Tout le monde trouvera ses obsessions et ses thématiques dans ce film. Et franchement, voilà, réaliser un grand film universel à partir de ses propres angoisses, c'est quand même très très fort, et ça fait de 8,5 un des plus grands films que j'ai pu voir. Bon alors j'accélère, je vais pas pouvoir passer 5 minutes sur chaque film, ce serait un petit peu compliqué, surtout que les films qui suivent sont tout aussi intéressants. En 7ème position, l'ami Marty va rester dans l'Italie, de toute façon il y a beaucoup de films italiens dans son top, et il va nous caler un film que j'ai aussi découvert pour cette chronique, un film qui s'appelle Salvatore Giuliano. Ce film, c'est un pur film sicilien, donc ça résonne évidemment avec Martin Scorsese, dont les parents sont d'origine sicilienne, et c'est encore une fresque historique, et cette fois c'est une fresque historique sur du coup le personnage de Salvatore Giuliano, qui était un révolutionnaire qui luttait pour l'indépendance de la Sicile, en tout cas qui est retrouvé, je spoile pas puisque c'est le premier plan du film, mort, tué par balle. Et ensuite, à partir de flashbacks et de morceaux un petit peu fragmentés de la vie du révolutionnaire, qui n'est d'ailleurs, et c'est important, jamais glorifié, et ce révolutionnaire va servir presque de prétexte pour filmer une période de la Sicile, avec des acteurs qui sont tous non professionnels, ou presque, et on est sur un film qui va être bercé par des explosions de violence soudaines comme Scorsese aime tant en mettre dans ses films. Il y a vraiment rien d'étonnant à ce que ce film soit dans son top, ça m'étonne pas. Tout
comme l'est le 6e film, qui est dans le top de, je crois, tout Italien chauvin qui se respecte. Et vous allez voir, après celui-ci, Scorsese va me faire découvrir un petit peu d'autres pays. Mais avant tout, bah voilà, 6e place, grand classique, L'Avventura de Antonioni, film culte où une femme disparaît et où son mari, en plein milieu des recherches, va se rapprocher d'une de ses amies. Bon, alors c'est un pitch qui est basique sur le papier, mais qui est ici filmé de manière très très lente et très très sensuelle par Antonioni. C'est un film que j'ai vu adolescent, que j'ai revu et j'y trouve à peu près les mêmes défauts, c'est-à-dire quand même vraiment des grosses longueurs, hein. Voulu, certes, mais c'est quand même beaucoup, je trouve. Et autant j'ai bien compris l'intention, autant je trouve que Antonioni a quand même fait beaucoup mieux. Blow Up, pour ne pas le citer. En 5e place, Marty nous place par contre une petite merveille que je connaissais pas, que j'ai découvert pour cette vidéo, qui s'appelle Cendres et Diamants. C'est un film polonais que Scorsese décrit comme ça. Un film qui hante, comme un cauchemar qui ne va pas s'arrêter, comme une plongée dans la folie et dans l'absurdité. Cendres et Diamants nous raconte une traque à l'homme qui est teintée d'une histoire d'amour dans une Pologne d'après-guerre. Une Pologne, du coup, la guerre est finie, mais elle est loin d'être sortie des problèmes, hein. Et à partir d'un pitch un petit peu gag, puisqu'on suit des résistants qui doivent tuer une ponte communiste, et en fait ils se trompent de cible, et ils se retrouvent à tuer des innocents. Ça aurait très bien pu être une comédie un peu too much, mais non, là c'est vraiment un film extrêmement élégant, c'est un choc visuel. Vous voyez bien que le noir et blanc est vraiment très stylisé, qu'on a une mise en scène qui est vraiment feutrée, qui ruisselle de plans très très forts symboliquement. Vous voyez le genre de plan quand même qui en dit très long sans qu'il y ait besoin de prononcer un seul mot. Et on est sur un film qui est très très facile à voir. J'ai été un peu surpris, je m'attendais à un film compliqué ou au moins un petit peu lent, un petit peu pesant dans son rythme, mais j'ai vraiment eu un pur film noir en fait, presque. Un film qui déploie un sacré suspense, une très belle tension, un film qui est assez impitoyable aussi dans son déroulé. Clairement, ça dure 1h43, c'est porté par un casting qui est dirigé de manière assez exceptionnelle, et c'est une écriture très très rythmée. Donc Cendres et Diamants, les amis, n'ayez pas peur du noir et blanc, vous allez vous régaler. Dernier film avant le grand podium. Et je suis comblé hein, parce que c'est aussi un de mes films asiatiques préférés. C'est un conte magnifique qui est adapté d'un grand classique de la littérature japonaise. Le titre, c'est Les contes de la lune vague après la pluie. Et de quoi ça nous parle alors? C'est simple. Fin du XVIe siècle. Les conflits font un peu rage dans toute l'Asie. Et dans le village, deux hommes modestes, un potier et son beau-frère, qui rêvent d'ailleurs de devenir samouraïs, vont tout abandonner par ambition le village, mais aussi leur femme, leur fils, leur épouse. Et ils vont partir dans une sorte de voyage initiatique, et à partir de là, c'est là où ça devient vraiment très intéressant, le film verse largement dans le fantastique, pas forcément narrativement en fait, mais par une mise en scène qui emprunte autant au film de fantôme qu'à un certain presque expressionnisme dans la photographie. Et le film va vraiment construire un univers très très particulier, qui part d'un contexte spatio-temporel qui semble très concret et très réaliste, mais qui parvient par deux plans, par la puissance évocatrice de cette photographie, qui est, vous le voyez bien, une vraie merveille, à sombrer peu à peu, sans forcément changer le contexte, dans l'onirisme le plus complet. Je l'ai vu sans trop en savoir ce film, et je me suis pris vraiment une claque, donc je vous encourage à faire pareil, c'est une merveille. Bon, podium, quels sont les 3 films préférés de Martin Scorsese? Eh bien écoutez les amis, retour en France pour le film numéro 3, avec un grand cinéaste qui s'attaque encore une fois à un sujet qui semble un peu obséder Martin Scorsese, et bon ça, pas grand chose d'étonnant vu sa filmo, c'est-à-dire la guerre. Je vais vous parler Fleuve de Jean Renoir. C'est un film où 3 jeunes filles, Harriet, Valérie et Mélanie, vont voir arriver un jour un jeune capitaine américain dont elles vont tomber amoureuses. Clairement, le fleuve, la première chose qui m'a marqué, c'est la photographie qui est à
tomber et on a un Technicolor qui est superbe. C'est un film tourné en Inde, donc clairement en Inde, évidemment que ce serait dommage de pas profiter des décors et des couleurs. Et il y a vraiment, le film est un régal pour l'œil, quoi. Tout est flamboyant, il y a une ambiance vraiment envoûtante, exotique, qui se met en place vraiment visuellement. On est sur un film qui a énormément de qualité. Là où le bas blesse un petit peu dans le fleuve, c'est peut-être par cette histoire qui bon, en soi, c'est vraiment un grand classique, hein. C'est pas vraiment un film de guerre, c'est plus une sorte de mélodrame où une jeune fille tombe amoureuse d'un homme, ça va marquer en quelque sorte son entrée dans la vie de jeune femme, puis de simples duos amoureux, ça va partir en triangle amoureux. Donc ça se laisse suivre, hein. Il y a quand même des belles séquences, les personnages sont bien écrits, c'est juste qu'en fait à aucun moment on est vraiment surpris par le déroulé narratif. Du coup on va suivre le tout sans déplaisir et comme je l'ai dit, certains plans sont vraiment très beaux, mais ça reste un petit peu sage dans l'ambiance. Et j'avais pas vu ce film, mais j'avais vu quand même pas mal de films de Renoir. Je trouve que Renoir a l'habitude d'être un peu plus audacieux et je trouve que Le Fleuve, malgré toutes ses qualités, manque un petit peu d'audace. Et pourtant, le genre du mélodrame, j'y suis absolument sensible. Bon alors, le deuxième film préféré de Scorsese, le numéro 2, c'est une des plus grandes claques que je me suis pris au cinéma. J'ai eu la chance de le découvrir à Lyon, lors du Festival Lumière, et d'ailleurs, j'ai eu la chance de le découvrir présenté par Martin Scorsese, qui en a fait la restauration. Et quand il nous l'a présenté, Scorsese avait dit que c'était, selon lui, le plus beau Technicolor jamais réalisé. Il a complètement raison. En tout cas, de ceux que j'ai vus, je suis d'accord avec lui. Je vais vous parler des Chaussons rouges. Bon alors moi, ce qui m'avait immédiatement marqué, c'est évidemment cette virtuosité incroyable dans la mise en scène. On est sur une caméra qui est extrêmement fluide, on est sur des décors mais à tomber, enfin vous voyez bien à quel point les Technicolor subliment une direction artistique qui ne recule devant rien et qui est d'une ambition et d'une ampleur assez folle. Et surtout, rien ne tourne à vide. C'est-à-dire que cette ambition, elle aurait pas servi à grand-chose si le film ne transmettait aucune émotion. Là, on est vraiment sur un poème filmé, un poème qui est vraiment un feu d'artifice, en fait, vraiment un rêve, un vrai bonbon pour cinéphiles, et surtout un film qui est extrêmement moderne. Franchement, d'avoir la chance de l'avoir vu au cinéma, c'était déjà assez immense, surtout avec la restauration que Martin Scorsese a supervisé lui-même pour redonner encore une nouvelle jeunesse au film, et croyez-moi que les couleurs c'était incroyable. Mais vraiment oui, en plus du fait d'être considéré comme l'un des plus beaux Technicolor jamais réalisés, voire en vrai même l'un des plus beaux films jamais réalisés, je veux dire regardez-moi ces images, Les Chaussons rouges c'est un film de personnage, c'est un film où chaque mouvement de caméra ou même chaque mouvement de personnage amène quelque chose. C'est un film qui refuse absolument tout réalisme, qui embrasse son côté fantasme, son côté rêve d'une manière bien plus esthétique que les autres films du top de Scorsese pouvaient le faire, et qui se permet, sans avoir besoin d'en faire des tonnes, puisque quand on a des tels décors et quand on a un tel visuel, c'est très facile de faire comprendre par un mouvement de caméra ou par un plan ce qui se trame, quels sont les enjeux du film, etc. Et Les Chaussons rouges se permet d'avoir un vrai discours sur la création artistique, sur l'obsession que cette création artistique peut avoir sur un personnage, sur un artiste, sur un danseur, sans avoir besoin de faire de grands discours en fait, juste en 2 plans. Rien d'étonnant à ce que ça parle à un artiste, je veux dire, c'est encore une fois un film fait sur l'art en fait. C'est le deuxième film préféré de Martin Scorsese et c'est aussi selon moi un monument à découvrir absolument, et vous avez de la chance si vous l'avez pas déjà vu. Bon, et après avoir vu cette espèce de feu d'artifice visuel, les amis, quel est le film préféré de Martin Scorsese? Ça n'a rien à voir. Puisque le film préféré de Martin Scorsese est un film qui s'inscrit dans le néo-réalisme italien, donc vous vous doutez bien qu'on va pas avoir la même direction artistique, qu'on va pas avoir les mêmes plans. C'est un film réalisé par le maître du néo-réalisme italien qui s'appelle Rossellini.
juste après la guerre, Rossellini il a créé une trilogie sur les conséquences de la guerre, notamment sur les civils italiens. Et le deuxième volet s'appelle Pesa, j'espère que je prononce pas comme un con. C'est un film à sketch en quelque sorte, qui va nous faire suivre 6 destins individuels dans un contexte où on voit la libération progressive de toute l'Italie par l'armée américaine. De là, on va vraiment traverser toute l'Italie, je veux dire de la Sicile à Rome, en passant par Florence, en passant par Naples, et on va vraiment sonder une nation qui est dans le mal. Enfin, vous doutez bien que l'après-guerre, l'Italie, rien n'était vraiment glorieux, et on est sur une nation qui cherche à essayer de retrouver un peu de dignité, à essayer de vivre avec l'armée américaine qui reste encore un petit peu sur place, et à partir de là, vraiment, les héros qui sont filmés par ce film, ce sont les civils. Je sais que ça peut faire peur, ce genre de film. Les amis, je connaissais pas ce film, et je connaissais assez mal le néoréalisme italien. Avant de découvrir Pesa, je me suis pris une énorme claque dans la gueule. Le film dure 2 heures, le format film à sketch fait qu'en fait, on a 6 films de 20 minutes à peu près, qui sont d'une beauté et d'une vérité totale. Je veux dire, la façon dont les personnages interagissent entre eux avec une espèce de bienveillance qui vraiment devait faire du bien quand tu sors d'une guerre mondiale. Je trouve que le film, sans être niais, sans être naïf, traite avec une véracité assez dingue de la beauté que peuvent transmettre les rapports humains. Même les rapports humains les plus improbables, même ce rapport humain entre ce soldat américain ou cette prostituée, même ce rapport humain entre les soldats américains qui servent un peu d'autorité face aux civils italiens qui ont subi énormément de dégâts. Et vraiment, ces plans où les civils traversent des villes détruites par les bombes, c'est quand même des plans qui sont très très forts. C'est des plans qui n'ont pas eu besoin de reconstitution puisque ça a été filmé dans les villes telles qu'elles étaient juste après la guerre. Je trouve que ce film est beaucoup plus facile à voir que je ne le craignais, et beaucoup plus puissant en termes d'images évocatrices et en termes de pure narration que je ne le craignais. Vraiment, j'ai été transporté du début à la fin par Pesa, et ça m'a vraiment donné envie de découvrir un petit peu le néoréalisme italien. D'ailleurs, si vous avez des bonnes idées pour poursuivre ce mouvement en commentaire, je suis preneur. Voilà les amis, j'ai essayé de vous présenter le top 10 de Martin Scorsese d'une façon un petit peu ludique. C'est la première vidéo de ce format, donc j'expérimente un peu, je tente. Je pense que la vidéo va être très très longue, donc peut-être que pour le deuxième épisode, où je m'attaquerai à un nouveau cinéaste ou une nouvelle cinéaste, je prendrai peut-être un petit peu moins de films, mais je prendrai plus le temps de m'y attarder. Je sais pas si vous préférez ça, dites-le moi en commentaire. Mais en tout cas, je trouve ça assez fascinant de se replonger dans les influences d'un grand cinéaste qui a été inspiré par des grands et qui est lui-même aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands. Voilà, comme je l'ai dit, c'est une expérimentation. Si vous connaissez ou si vous avez pensé à des moyens d'améliorer encore ce format dont c'est le premier épisode, dites-le moi en commentaire, je lis tout et je suis preneur, hein, c'est interface, c'est collaboratif. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche. Nous, on sort une prochaine vidéo dans quelques jours, on sort 2 vidéos par semaine. Si vous voulez rester au courant de tout, n'oubliez pas de vous abonner. On a aussi un petit Tipeee pour ceux qui veulent aider un petit peu la chaîne. Vraiment, chaque petit don aide énormément. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bisous.